Salut tout le monde. Voici venue la rentrée scolaire. Et nous allons écouter les opinions, les propositions et les conseils de quelques anciens. Et voici pour nous la première personne, nous allons l'écouter. Bonjour monsieur. Oui, bonjour mon frère. S'il vous plaît monsieur, vos opinions pour la rentrée scolaire. La rentrée quoi? La rentrée La scolaire. rentrée scolaire monsieur. La rentrée scolaire. On doit parler de la rentrée scolaire. Parce qu'il y a la colère à la maison, colère à l'école, colère chez les parents, colère chez l'enseignant, colère chez les élèves, colère chez les étudiants. Pourquoi? Parce que le parent est en colère, peut-être parce qu'il n'a pas pu cotiser l'argent qu'il faut pour payer la pension de tous ses enfants. Et l'enfant est en colère parce qu'il doit encore commencer à aller à l'école. Surtout pour les bleus de la maternelle. Parce que c'est sa première fois de quitter les parents et aller passer le temps avec des étrangers. Et l'enseignant est en colère parce qu'il était là libre, il prenait sa bouteille de bière quand il veut. Et maintenant, il doit encore rentrer à l'école, enseigner, corriger encore ces lots de copies là. Voilà pourquoi nous devons appeler ça la rentrée scolaire. Tu te balades même avec le micro, tu poses les questions aux gens. Tu ne connais même pas la définition de cette rentrée. C'est la rentrée ou le nom de cette rentrée. C'est la rentrée scolaire. Ok, salut à tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne Robinson Healthy Labs. Et ceci, c'est en anglais parce que nous faisons des vidéos en anglais et en français. Et en français, c'est la chaîne Rissin et Relax. Et la plupart de notre vidéo et l'objectif de la chaîne, c'est de passer sur l'éducation à travers la comédie. Vous savez, l'éducation est toujours d'actualité. Que nous soyons parents ou grands frères ou enfants. Et la vidéo d'aujourd'hui va porter particulièrement sur la rentrée scolaire parce que c'est une étape très importante de la vie. Et aujourd'hui, nous allons apporter notre soutien aux parents, aux élèves, aux étudiants et aux enseignants en général. La première des choses sur lesquelles nous allons parler, c'est donner vraiment une explication aux parents, les aider à comprendre ce que c'est que la rentrée scolaire, puisque nous connaissons aussi que nous nous sommes trouvés frustrés par les moyens financiers jusqu'à oublier le devoir basique. Le devoir basique du parent ici, c'est de s'assurer si l'enfant a démarré une bonne rentrée scolaire. Démarrer une bonne rentrée scolaire ici, c'est éduquer l'enfant, si bien que l'enfant doit connaître que le diplôme, la réussite à la fin d'année, que ce soit en classe d'examen ou en classe de passage, ça se prépare au début de l'année scolaire. Et jusqu'ici, se préparer au début de l'année scolaire, amorcer. Il y a d'autres tâches qui doivent être accomplies au début de l'année scolaire et d'autres qui vont s'accomplir vers la fin de l'année scolaire. Jusqu'ici, pour amorcer bien l'année scolaire, l'étudiant doit commencer par l'honnêteté, venir à l'école à l'heure.
et n'est pas détecter un professeur. Parce que quand l'élève ou étudiant commence à détecter un enseignement, même son cours entre difficilement. Et venir à l'école à l'heure et être en classe à tous les cours et être aussi attentif en classe. C'est-à-dire la tête est encore fraîche au début de l'année scolaire. Si l'élève étudiant est attentif au début d'année scolaire, ça va lui permettre d'enregistrer beaucoup de choses que l'enseignant explique facilement. Parce que quand nous sommes attentifs, nous mémorisons facilement et ça permet qu'on ne lit pas beaucoup à la maison pour fatiguer la mémoire au début de l'année scolaire. Voilà la première stratégie. Même avec le micro, tu poses les questions aux gens. Tu ne connais même pas la définition de cette rentrée. C'est la rentrée ou le nom de cette rentrée. C'est la rentrée colère. Et aujourd'hui même, je vois les enfants en colère. Le parent passe le temps à flatter, à faire encore ce qu'on appelle le goûter. D'autres même on fait les œufs, on fait frire le poulet, on met dans le sac, on le flatte, on l'amène à l'école avec la voiture, soit le parent ou la mère ou le taxi ou le bus de l'école. Et arrivé à l'école, il pleut même, tu vois. L'enseignant lui donne les bonbons. L'enseignant le flatte. L'enseignant pose une question. Il est obligé d'enlever un bonbon que celui qui répond et gagne un bonbon. À l'école primaire, aujourd'hui, c'est la même chose. Secondaire, on flatte les enfants. L'enfant vient à l'école en retard. L'enseignant donne juste une petite punition, balaye la cour de l'école et puis ça passe. Pouvoir être relax en classe. Commencer une journée scolaire avec beaucoup de sourires et beaucoup d'espoir. Parce que généralement, parce que c'est un chemin où je suis aussi passé, généralement nous arrivons en classe en attirant un peu de la fatigue. Ça nous fatigue physiquement, moralement et le cours devient ennuyant. Là, on ne peut plus rien comprendre. Donc, si nous nous donnons de l'espoir et on chasse la fatigue, d'abord moralement, comprendre le cours et l'assimiler sera facile. Et je dirais aussi que l'élève doit faire tout et tout pour comprendre le maximum en classe avant de rentrer à la maison. Voilà en bref le devoir de l'élève au début de l'année scolaire. Maintenant, pour le parent, ceci doit être du début jusqu'à la fin. Le parent, chaque matin, que ce soit étudiant ou élève, surtout pour les élèves primaires et secondaires, le parent doit s'assurer, surtout le matin, que l'enfant a mangé quelque chose avant de quitter de la maison. Ça, c'est pour ceux qui mangent à la maison. Pour ceux qui prennent l'argent des beignets et mangent à l'école, le parent doit aussi s'assurer que l'enfant sorte de la maison avec l'argent des beignets pour pouvoir manger quelque chose. Parce que le ventre affamé n'a point d'oreille, comme l'a dit quelqu'un. Maintenant, quand on s'assure déjà que l'enfant a eu de quoi manger, on s'assure aussi que l'enfant a le nécessaire pour aller à l'école ce jour-là. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants évoluent si vite, si bien que des enfants arrivent au secondaire étant encore trop jeunes. Et il faut les contrôler pour pouvoir apporter notre soutien. Parce que la réussite, ce n'est pas l'enfant seul. C'est le parent, l'élève, l'enseignant. Maintenant, vérifier s'il
il y a le nécessaire pour aller à l'école, le bic, le crayon, les cahiers, le livre qu'il faut. Maintenant, quand ceci est vérifié chaque matin, l'enfant part à l'école à temps. Maintenant, quand l'enfant est de retour à la maison, prenons aussi du temps pour vérifier, quelle que soit la fatigue après notre boulot, prenons du temps pour vérifier si l'enfant a au moins respecté l'emploi du temps, si notre enfant a au moins l'emploi du temps, et si il a respecté. S'il n'a pas écrit quelque chose, il nous dit pourquoi il n'a pas écrit quelque chose en classe. Quand on s'assure ainsi, et s'assurer aussi si l'enfant est ordonné dans ses cahiers, ça c'est le moment pour nous de conseiller l'enfant avec les moyens pacifiques. Et aussi, il y a d'autres choses. Quand nous nous assurons ainsi, et les parents, évitons aussi aujourd'hui de punir les enfants à travers l'école. C'est-à-dire un enfant qui n'a pas peut-être fait son devoir ménager à la maison, on punit l'enfant par l'argent de venir. Non, c'est pas bien. Il faut toujours parler à l'enfant de manière pacifique. Si l'enfant a fait quelque chose de mal, il faut approcher l'enfant, avoir un moment de causerie avec l'enfant pour l'éduquer. On peut aussi punir l'enfant autrement, mais pas en retirant son argent de beignet ou en refusant de payer sa pension. Tu connais pourquoi ils échouent beaucoup aujourd'hui? À notre époque, c'était à 100%. À notre époque, le parent te réveille d'abord au lit avec la chicotte. Voilà comment la colère se passait. À notre époque, c'était une bonne colère. C'était une bonne rentrée colère. Le parent te réveille avec la chicotte. Tu pleures, c'est la chicotte. C'est la chicotte qui vient pour résoudre tous les problèmes. Et celui qui t'aime trop, il grille peut-être le maïs, il met dans ton sac. Et quelle que soit la distance, tu pars à pied, mon ami. Si ton grand frère t'aime trop, si tu es encore bleu, il arrête ta main. À cette époque, il n'y avait pas l'école maternelle. Maternelle veut dire qu'on leur donne les biberons même aujourd'hui. À notre époque, c'est primaire direct. Quel que soit ton âge. Et quand je me rappelle, il y avait un monsieur lui. Tu arrivais en retard, quelle que soit la distance entre ta maison et l'école. Tu arrives en retard, c'est la chicotte, que tu sois nouveau ou ancien. Et quand l'élève ne faisait pas ses devoirs, c'est la chicotte. Tu ne réponds pas bien la question en classe, c'est la chicotte. Et tes tutesses à l'école, tu peux fabriquer les briques. C'était comme ça notre punition à l'époque. Et la réussite était à 100%. Regarde, nous voici aujourd'hui avec une éducation bien réussie. Donc, selon moi, la chicotte doit rentrer encore. Les enseignants doivent encore commencer à utiliser la chicotte parce que c'est la rentrée scolaire. Merci. Et jusqu'ici, il faut aussi s'assurer que l'enfant fait ses devoirs normalement. Là, ça va permettre à l'enfant d'être responsable depuis l'enfance, passant par l'adolescent à l'adulte. Et jusqu'ici, nous avons aussi constaté que beaucoup d'irresponsabilité se cultivent depuis l'enfance. Parce que quand l'enfant rentre de l'école, il n'y a personne pour surveiller s'il a même fait cours à l'école ou pas, s'il a bien écrit ou pas. Là, l'enfant commence à cultiver l'irresponsabilité. Et maintenant, pour amener l'enfant à cultiver la responsabilité, nous devons aussi donner
les tâches et responsabilités à l'enfant à la maison. Que dans cette maison, tu dois te rassurer que telle chose ne manque pas à la maison, même s'il faut que l'enfant signale ou que le parent achète. Ça cultive déjà de la responsabilité à l'enfant. C'est-à-dire un enfant qui est ordonné, sait que quand je rentre de l'école, je dois faire telle chose, j'ai telle responsabilité chez nous ou dans notre maison, je dois toujours m'assurer que les choses sont bien classées dans la maison, les habits à leur place, les assiettes à leur place. Et ça permet à l'enfant ou un autre enfant peut aussi s'assurer que tous les toilettes de la maison soient propres. Un enfant peut s'occuper de la propriété à la maison. Si bien que si le parent rentre, il voit telle chose n'est pas bien. Ce n'est pas à tous les enfants qui doivent demander que pourquoi vous n'avez pas fait telle chose. Il doit demander le responsable de cette chose-là, mais pourquoi telle chose est comme ça. L'enfant donne le compte rendu. Ceci permet à l'enfant d'être responsable. Donc, jusqu'ici, par une conclusion, nous disons aux parents, aux oncles, aux grands frères, aux grands-parents, aux mamans, aux enseignants, de commencer à éduquer l'enfant depuis le début de l'année scolaire et s'assurer que l'enfant est ordonné depuis le début de l'année. C'est-à-dire en venant en classe à l'heure et veiller aussi que l'enfant quitte de la maison avec le nécessaire qu'il faut dans son sac, surtout les maternelles et les primaires. Quelles que soient nos occupations, vérifions toujours si l'enfant est quitté de la maison avec le nécessaire, c'est-à-dire la craie, le bic, le crayon, le cahier qu'il faut pour ce jour-là. Maintenant, quand la fin d'année va commencer à s'approcher, c'est là où la mémoire est déjà un peu fatiguée pour retenir. L'enfant doit maintenant se donner plus de temps pour lire, pour s'appliquer, pour être maintenant en contact avec les cahiers chaque jour pour réviser. Maintenant, quand l'examen s'approche, l'enfant doit aussi prendre un peu de temps pour reposer, commencer à pouvoir ne pas être trop collé au cahier avant de connaître. Là, ça va permettre à l'enfant d'assurer une réussite qui est à 100%. Jusqu'ici, nous vous encourageons et dans cette vidéo, nous allons montrer aussi quelques images. Donc, jusqu'ici, qui montrent aussi des choses sur lesquelles le parent doit voir et juste éduquer l'enfant, pas élever une punition qui va amener l'enfant à être plutôt un peu désordonné à l'école. Merci. Bonjour. Quand on parle de la rentrée scolaire, c'est le retour des élèves, des enseignants, des parents à l'école pour relancer une nouvelle année scolaire. Et la définition étant ainsi donnée, ça fait intervenir le parent, l'élève, l'enseignant, l'étudiant, la maman, les tuteurs et les gardiens d'enfants. Et jusqu'ici, nous connaissons aussi que la plupart du temps, le parent s'est trouvé un peu très occupé moralement par le besoin financier, pour financer cette école-là jusqu'à oublier certains besoins basiques de l'enfant. C'est là où je veux apporter mon opinion pour aider les parents à comprendre qu'à côté de l'argent, il faut apporter un certain soutien à l'enfant pour assurer une éducation de base et une éducation scolaire, familiale, droite. Ici, je vais souligner l'organisation
l'enfant doit être ordonné. Jusqu'ici, par obéissance, l'enfant doit se lever tôt et arriver à l'école à temps. Quand l'enfant arrive à l'école à temps, il doit être attentif en classe. Parce que quand un élève est attentif à un enseignement, il trouve le cours facile. Et l'élève ne doit pas aussi détester un enseignant. Une fois détesté un enseignant, le cours devient ennuyant et difficile à comprendre. Et l'élève doit aussi s'élever avec beaucoup d'espoir pour chasser les mauvaises humeurs et le mauvais tempérament, pour être relax à l'école, pour pouvoir assimiler. Et nous sommes au début de la rentrée scolaire où la mémoire est encore fraîche. Ça permet à l'élève d'être attentif en classe et retenir beaucoup pour ne pas être trop rattaché au cahier au début de l'année scolaire. C'est quand l'école évolue que l'élève peut commencer à réviser maintenant de temps en temps, être tout en contact des cahiers, parce que la mémoire aurait déjà retenu beaucoup. Il faut maintenant de temps en temps réviser pour pouvoir se rappeler et pouvoir passer les contrôles et les examens séquentiels. Maintenant, voilà le rôle de l'élève ainsi donné. Et le parent a aussi un grand rôle à jouer pour cette rentrée scolaire, comme j'ai parlé au début des devoirs basiques. Le parent doit s'assurer que l'élève, avant de quitter la maison, vérifier s'il a le nécessaire, le bic, la craie, le crayon, les cahiers qu'il faut. Et s'il y a les livres, il doit s'assurer qu'il est parti à l'école avec ces livres-là. S'assurer aussi de son emploi de temps. Maintenant, s'assurer aussi que l'enfant mange quelque chose avant de quitter la maison, pour ceux qui mangent à la maison. Et pour ceux qui partent à l'école, le parent doit aussi, qui mangent à l'école, le parent doit aussi s'assurer que l'enfant ait l'argent des beignets. Ça, c'est le devoir du parent le matin. Maintenant, quand l'enfant rentre de l'école, le parent doit aussi vérifier si l'enfant a respecté l'emploi du temps, s'il a écrit tous les cours en classe. Et s'il y a un cours qui manque, qu'on n'a pas écrit sur l'emploi du temps, le parent doit s'assurer et savoir pourquoi. Parce que ça peut être un début de l'irresponsabilité qui commence ainsi. Avec cet effort conjoint avec l'enfant, ça ramène l'enfant à être responsable. Jusqu'ici, le parent doit aussi avoir de temps en temps le temps de causerie avec l'enfant, surtout pour des enfants qui commencent à dérouter. Et ici, l'éducation par le fouet n'a pas toujours trop payé, parce que l'enfant peut devenir rebelle. Avoir le temps de causerie avec l'enfant sincère, raconter ta propre vie à l'enfant pour le ramener à l'ordre. Et jusqu'ici, comme étant donné que la responsabilité doit aussi se cultiver depuis l'enfance, nos parents doivent aussi adopter la stratégie de donner des tâches de responsabilité à chaque enfant. Donner une tâche de responsabilité à l'enfant à la maison ne veut pas dire qu'il doit faire toute cette tâche seul. Tous les autres doivent être ses membres d'équipe. Donc, les enfants doivent être membres d'équipe l'un de l'autre et responsables d'une tâche ménagère l'un à l'autre. Maintenant, ceci étant, on peut choisir un enfant que tu t'assures que la maison soit ordonnée. Les assiettes doivent être lavées, classées. Les habits doivent être dans le placard.
Les chaises doivent être mieux classées à la maison. Le sol doit être propre. Ceci ne veut pas dire que ce n'est pas l'enfant seul qui doit laver ce sol et laver les assiettes et classer les habits. Ça veut juste dire que si le parent rentre et trouve que cette tâche n'est pas faite, il saura à qui demander. Ça permet à l'enfant de commencer à rendre compte, à donner le compte rendu de quelque chose. Ça commence à cultiver la responsabilité de l'enfant et le management depuis l'enfance. Donc, voici en bref ce que nous apportons pour le parent pour cette année scolaire 2022-2023. Et jusqu'ici, nous savons aussi que certains élèves négligent les cours. Si un enfant a dérouté et que nous constatons des comportements de têtudesse, le parent doit aussi ne pas retirer l'argent de baigner de l'enfant ou refuser de payer sa pension ou refuser de lui donner l'argent de taxi. Là, ça ne peut pas conduire à un résultat facultatif. Ce que nous devons adopter avec nos enfants, c'est faire de nos propres amis, causer avec eux si bien que l'enfant a la facilité d'ouvrir son cœur à son père ou à sa mère. Là, ça permet qu'avec une causerie pacifique, nous parvenons à résoudre les problèmes de têtudesse chez l'enfant sans toutefois passer par la chicotte. Avoir des moments de causerie avec l'enfant, c'est le ramener à l'ordre moralement et de façon pacifique. Et merci infiniment pour la parole et nous souhaitons heureuse et bonne année scolaire 2022-2023 aux parents, aux étudiants, aux enseignants et aux élèves. Bonjour, bienvenue dans notre chaîne YouTube Robinson Healthy Loft. Dans cette chaîne, nous faisons dans la comédie éducative. Et notre objectif ici, c'est d'utiliser la comédie pour nous aider à apprendre. En regardant une comédie et en se relaxant au même moment. Et la vidéo d'aujourd'hui va porter sur comment construire l'avenir d'un enfant. Bien sûr que la manière de le faire ne ressort pas trop de la comédie dedans, mais plutôt beaucoup d'éducation. C'est parce que nous aussi, on veut apporter un soutien à la société. Si bien que, écoutant cette vidéo, l'abonné peut être capable d'apporter certains changements dans son environnement et dans sa famille qui peut l'aider à grandir et construire le demain. Bien. Pour commencer ici, je vais vous dire que c'est une vidéo qui va aller sur beaucoup d'épisodes parce que nous avons beaucoup à dire concernant le sujet comment construire l'avenir d'un enfant. Parce que nous allons apporter nos conseils et notre remarque, notre expérience pour apporter le plus
dont nous tous nous avons besoin. Et j'utilise le nous ici parce que je peux parler un truc dans cette vidéo qui est aussi l'idée qu'un participant ou un abonné a donné, et ensuite je réécoute la vidéo pour que ça m'aide aussi. Bien, nous allons définir l'avenir de l'enfant. L'avenir de l'enfant ici est le résultat des efforts conjoints des parents, de l'enfant et de son environnement depuis la naissance. Maintenant, dans cette définition, nous avons cité les participants. Les participants ici, c'est l'enfant, les parents et son environnement. Ce sont ces participants-là que les efforts conjoints pour construire un enfant donnent ce que nous allons appeler l'avenir. Et maintenant, chacun a son rôle à jouer dans cette évolution pour que nous obtenions de bons résultats, comme pour dire un résultat excellent. Bien, nous allons évoquer le père, les parents surtout, parce que la plupart du temps, surtout dans l'adolescent et le nouveau-né, ce sont les parents qui détiennent, je peux dire, le volant de la conduite, qui sont les boulangers de ce que va devenir l'enfant. Parce que des bébés ou du nouveau-né à l'adolescent, l'enfant ne fait que copier, il ne fait que apprendre. Et souhaitons aussi que le mauvais esprit ne guide pas l'enfant dans l'autre sens, que l'enfant soit capable de nous écouter et pouvoir obéir. Bien, le rôle du père ici, le père doit s'assurer de l'éducation scolaire, éducation sociale et financière de l'enfant. Deuxièmement, le père doit avoir du temps pour l'enfant. Ensuite, le père doit guider l'enfant dans ses besoins. Le père doit guider l'enfant dans ses besoins et aussi financer les besoins de l'enfant. Maintenant, le père doit utiliser des scénarios et des histoires pour conduire l'enfant dans ses pensées et son comportement, son attitude et ses habitudes. Maintenant, nous allons aussi parler maintenant du rôle de l'enfant. Parlant du rôle de l'enfant, l'enfant doit participer dans les travaux ménagers. L'enfant doit soutenir ses parents dans leurs fonctions professionnelles. Surtout quand le parent fait dans l'informel, l'enfant ils doivent amener l'enfant à participer, à connaître ce que ses parents font et les aider dans cela. Par exemple, nous avons grandi dans l'agriculture et notre devoir était d'assister nos parents dans les travaux champêtres. Le prochain rôle de l'enfant que nous allons citer ici, c'est produire des résultats. L'enfant doit produire des résultats. C'est-à-dire, si le parent s'efforce pour financer les études, l'enfant doit aussi réussir à l'école, apporter des bonnes notes.
Si le parent s'efforce à t'amener dans son milieu professionnel où il exerce pour gagner un pain, tu dois aussi fournir les résultats par ta responsabilité et par ton comportement. Maintenant, l'enfant doit aussi obéir. Oui, obéir ici, c'est un grand résultat que l'enfant montre déjà sa responsabilité et la crainte du supérieur et la compréhension. Maintenant, nous allons donner le rôle de l'environnement. Ici, l'environnement est large parce que l'environnement fait intervenir la famille, la société et l'espace où vit l'enfant. Maintenant, la société et la famille doivent s'assurer de dire la vérité à l'enfant. Éviter d'encourager l'enfant dans les bêtises. S'assurer aussi de motiver un enfant regardant le niveau financier des parents surtout et leur profession. Par exemple, nous n'allons pas motiver l'enfant à avoir besoin de quelque chose que ses parents ne peuvent pas financer. Par exemple, l'école. L'école où tu vas doit être une école où tes parents doivent pouvoir financer. Et l'enfant doit aussi, par ailleurs, accepter vis-à-vis de cette relation avec la société. L'enfant doit accepter ses parents tels qu'ils sont. Et ne pas regretter d'avoir été né dans cette famille-là. Et l'enfant doit aussi aimer ses parents. C'est-à-dire aimer ses parents, les accepter leur niveau financier et participer avec eux pour évoluer. Parce que c'est vous qui allez apporter une différence, un plus, un changement à ce niveau de vie des parents. Maintenant, une fois donné le rôle de chaque intervenant dans l'avenir de l'enfant, nous allons donner les besoins basiques de l'enfant. Les besoins basiques ici, c'est tellement élémentaire que le parent lui-même ne se rend même pas compte que en donnant cela à l'enfant, ça va l'aider dans son évolution. Maintenant, les besoins basiques ici, c'est l'amour. Avoir de l'amour pour ses enfants. Et nous parlons ici de basiques, ça fait intervenir les besoins qui ne nécessitent que la volonté. Et un autre deuxième besoin basique de l'enfant, c'est le temps que ses parents accordent à lui. Oui, les parents doivent accorder le temps à leurs enfants. Et un autre besoin basique, c'est participer quand l'enfant traverse une situation. Situation ici peut être une maladie ou peut-être une petite échec ou aussi une frustration ou un problème que l'enfant a eu à l'école ou peut-être de la honte, un enfant qui n'est pas brave. Les parents doivent participer pour que l'enfant devienne brave et savoir exprimer ses besoins, son mécontentement, savoir s'exprimer devant plusieurs personnes. Les parents doivent apprendre à l'enfant la vie en société.
c'est-à-dire en apportant des scénarios et des histoires, et aussi partager ce que l'enfant traverse avec lui. Et le sortir de là. Un autre besoin basique, c'est savoir aider l'enfant à avoir un programme ordonné, une alimentation ordonnée. L'enfant doit avoir un programme, c'est basique. Le désordre, c'est pas bien. Connaître qu'à telle heure, je dois faire telle chose, ça permet à l'enfant d'apprendre la responsabilité qui intervient beaucoup plus dans la vie professionnelle. Maintenant, étant apporter des éléments de ce point des besoins basiques de l'enfant, nous allons aller dans les besoins complexes. Les besoins complexes ici, sont les besoins qui nécessitent, en plus de la volonté, quelque chose un peu comme le finance. Parce que nous allons tous parler, mais le finance, c'est quelque chose qui limite aussi parfois beaucoup de besoins. Et aussi, maintenant, ici, nous avons le finance. Et financièrement, le parent doit financer les études de l'enfant. Maintenant, un autre besoin complexe ici, c'est de s'assurer que l'environnement où l'enfant grandit apporte le nécessaire. Le nécessaire. Si l'enfant a besoin de s'asseoir confortablement pour apprendre, il doit avoir cet environnement. Et si l'enfant a besoin, par exemple, à un certain niveau, d'être seul dans une chambre, les parents doivent aussi participer afin que l'enfant arrive à ce niveau. Parce que nous allons voir des enfants qui sont déjà étudiants, mais que le besoin ou la satisfaction est limitée. Et les besoins complexes de l'enfant encore ici fait intervenir apprendre la vie en société, l'éducation et le conseil. Parce que beaucoup d'entre nous vont se comporter mal devant certaines situations parce qu'ils n'ont pas été éduqués. L'éducation de base. Et les besoins basiques, les besoins complexes de l'enfant aussi, c'est savoir avoir une ligne de l'avenir que l'enfant est en train de suivre. L'enfant a besoin de ça. C'est-à-dire savoir que se connaître d'abord lui-même et savoir que j'aime faire telle chose et je peux faire tel métier. Ou devenir telle personne demain, ça me plaira. Ah, ce sont les besoins complexes de l'enfant. Maintenant, il y a ce que nous allons appeler la stratégie. C'est-à-dire la stratégie que le père doit utiliser pour qu'on aboutisse à des résultats satisfaisants. La première stratégie pour moi ici, qui est l'élément important dans l'avenir de l'enfance, que les parents doivent être les amis, les premiers amis intimes de l'enfant. Diminuer la distance, la peur entre l'enfant et le père. L'enfant ne doit pas avoir la peur pour s'exprimer à ses parents et devant ses parents. Et ceci, c'est le parent qui doit cultiver l'enfant. Lui, amener à comprendre ce qu'il a droit à demander à ses parents en partageant certains sujets avec lui. Et ici, il vient toujours
le besoin important, le temps. C'est-à-dire avoir des moments de causerie avec l'enfant. Parce que nous avons aussi noté entre-temps que l'enfant va beaucoup écouter les conseils de ses amis. Toujours parfois vouloir faire la volonté de ses amis. Pourquoi? Parce que nous avons élevé un enfant de 0 jusqu'à 17 ans. Voilà la puberté qui arrive. Avec l'amour que l'enfant a pour le partenaire ou sa partenaire, l'enfant va plutôt écouter les conseils du partenaire. Pourquoi? Parce que celui-là montre de l'amour et de l'amitié à l'enfant. Mais jusqu'ici, c'est le parent qui est la personne la plus chère, qui ne pourra jamais tromper l'enfant et qui ne pourra conseiller l'enfant dans une route qui est insuffisante ou qui ne font que faire satisfaire les besoins. Parce que un partenaire, un ami ici, généralement dans la plupart des temps, va vous conseiller dans un sens où à son intérêt. Nous allons aller beaucoup plus dans cette étape un peu plus devant. Et une autre stratégie que le parent doit utiliser, c'est amener l'enfant à avoir un programme ordonné, de la responsabilité, savoir apprendre à l'enfant que donner de la responsabilité à l'enfant dans la maison, que tu dois être le responsable de telle chose dans la maison, t'assurer que telle chose ne manque pas, ou on peut même donner la responsabilité de l'ordre à un enfant. Et si nous avons aussi beaucoup d'enfants, on peut partager les responsabilités. Et maintenant, là où ça va construire l'enfant à savoir que si j'ai de la responsabilité à s'assurer de l'ordre dans cette maison, je dois demander aux autres qui doivent participer et m'aider à le faire. Que tu as placé telle chose à telle place, ce n'est pas bien. Tu as laissé tes habits sur le canapé, ce n'est pas bien. Rassure-toi que ce soit dans la chambre. Tu as mal classé tes effets. Là, ça amène à l'enfant déjà à construire de la responsabilité qui doit amener les autres à changer. C'est ça la responsabilité et surtout le management. Et une autre stratégie ici pour le parent, c'est de partager les scénarios et les histoires à l'enfant. Montrer certains faits de la société à l'enfant avec des exemples et les faits naturels. Nous ne pouvons pas être bandits et éviter la prison. Là, nous devons faire comprendre à l'enfant les conséquences et les avantages de certains actes. Nous ne pouvons pas être têtus, ne pas vouloir apprendre, lire nos cahiers et espérer réussir. L'enfant doit connaître cela. Et l'enfant doit aussi avoir le temps pour s'amuser. Ça apporte beaucoup plus à l'enfant d'être relax. Et ça libère l'esprit et l'amène à retenir facilement. Maintenant, nous allons parler des stades ou des étapes de vie liées à l'âge. Ici, nous allons parler de l'étape nouveau-né, l'enfance, l'adulte. Maintenant, c'est-à-dire, ici, les étapes font partie, étape nouveau-né, enfance, adolescent et adulte. Maintenant, étant nouveau-né jusqu'à l'adolescent, l'enfant ne fait que lire et copier ses parents et son environnement. C'est le moment où nous devons montrer beaucoup de choses à l'enfant. Le bien, pour qu'il copie le bien. Et quand nous arrivons à l'étape adolescent, c'est là où l'enfant évolue. Il est déjà dans
la possibilité de copier et à pratiquer dans l'âge adolescent. L'enfant peut déjà copier certaines choses et pratiquer. C'est le moment pour nous de raconter beaucoup de faits sociaux à l'enfant et les conséquences, les avantages. Amener l'enfant à se découvrir ses compétences, ses capacités et ses faiblesses. Ça joue beaucoup plus à l'enfant. Maintenant, quand l'enfant arrive à l'âge adulte, c'est le moment d'apprendre l'enfant comment traverser la puberté. Parce que beaucoup ont été déclinés de leur, je peux dire, de leur destin à travers la puberté. L'enfant n'a pas su comment gérer l'âge pubère. Et ici, il faut dire la vérité à l'enfant. Comment gérer sa puberté, comment le goût de certaines choses, nous devons dire à l'enfant. Comment ça peut dérouter l'enfant et comment ça peut être aussi bien pour l'enfant. C'est notre aide. Et tout point que nous énonçons ici, on aura l'occasion de revenir sur ça plus tard pour développer. Maintenant, nous allons parler de l'importance des histoires et des scénarios. L'importance des histoires et des scénarios à un enfant suivi par le résultat. Ici, c'est montrer à l'enfant qu'il ne traverse pas une situation seul. L'enfant peut avoir de l'humiliation à l'école. Il faut apprendre à l'enfant à travers des histoires et des scénarios que beaucoup d'autres personnes ont traversé la même chose que toi. Et ils ont fini par changer. Ils ont fini par changer cela et obtenir des résultats positifs. Ça amène ça motive l'enfant à savoir que je peux sortir de cela un jour. Parce que beaucoup d'enfants seront en train de traverser une situation et seront juste en train de s'efforcer pour s'enfoncer plus. Parce que dans leur tête, ils ne connaissent pas que la situation aussi peut changer un jour. Et l'enfant aussi doit comprendre que certaines choses dans la vie, c'est juste temporaire. C'est juste temporaire, ça peut changer. Maintenant, c'est là où nous devons apprendre à l'enfant à ne pas désespérer et à ne pas être influencé trop par des résultats. Même la réussite influence. À travers certaines réussites, l'enfant peut se croire trop suffisant en lui seul, ne même plus avoir besoin de conseils. L'enfant a toujours, n'importe qui dans la vie a toujours besoin de conseils et du soutien. C'est là où le père doit raconter des histoires, des scénarios, parfois se mettre même dans certaines situations qu'on a traversées au passé pour amener à l'enfant à comprendre qu'il n'est pas seul dans la société et que tout peut changer. Et ça amènera aussi l'enfant à éviter certaines choses comme il avait vécu. Parce que c'est difficile pour quelqu'un de tomber dans un piège plusieurs fois. D'autres vont pouvoir gérer une situation juste parce que nos parents les ont raconté, quelqu'un qui a vécu cette situation au passé, les pièges qui sont dans cette situation et l'enfant va pouvoir éviter. Maintenant, nous allons parler à ce niveau de la vie physique et spirituelle. Et je vais prendre un exemple très palpable. Peut-être nous avons décidé, nous avons fait un programme pour la journée de demain. Mais nous n'allons pas respecter le programme à la lettre. Parce que c'est notre spirituel qui connaît vraiment la réalité de ce qui va se passer.
C'est là où nous devons connecter notre spirituel à notre physique. Et le spirituel ici fait intervenir le très haut puissant, notre Dieu. Et c'est là où intervient certains comportements dans la méditation, dans le souhait et la parole. Et intervient aussi la prière. Comme pour dire que physiquement, nous allons dire que nous allons devenir ou nous allons faire telle chose dans la vie. Maintenant, peut-être parce que ça donne beaucoup d'argent ou peut-être parce que nous aimons le faire. Maintenant, pour éviter d'être dérouté spirituellement, parce que ce monde, selon moi, est dirigé spirituellement. Si c'était physiquement, n'importe qui aurait avoir besoin de quelque chose et le prendre facilement. C'est là où le spirituel intervient. L'enfant doit savoir prier, méditer pour ce qu'il veut. Et si tu veux quelque chose demain, tu dois méditer pour cela, avoir de l'espoir et le souhait. C'est là où les méditations négatives apportent aussi de l'échec et un grand obstacle pour notre avenir. Nous allons y revenir plus tard. Maintenant, on va ainsi parler des méditations, paroles et souhaits. La méditation ici construit notre être, ce que nous sommes vraiment intervient, mais dans notre être, ce que nous voyons physiquement, la chair, ce n'est pas généralement nous. Nous, c'est notre esprit. Quand nous méditons, c'est notre esprit qui parle et combat pour nous dans la vie spirituelle pour que le résultat que nous avons besoin se réalise. Et c'est là où notre Dieu nous écoute beaucoup, quand nous méditons. Et c'est là où, je vais dire ceci, c'est là où intervient les conséquences négatives de la jalousie, de la haine et d'être resté soucieux et négatif. Quand tu es négatif, tu médites négativement. Tu médites de la jalousie sur quelqu'un, tu médites de la haine sur quelqu'un, tu médites de l'échec pour quelqu'un. C'est pas bien. Méditez le bien. Les résultats seront positifs. Méditez le bien, méditez le succès, méditez la réussite, méditez le bonheur, méditez la joie. Ça va aider notre spirituel à savoir ce que nous voulons. Parce que quand nous parlons, c'est aux gens physiques. C'est aux gens physiques c'est les gens physiques qui nous écoutent. Et notre esprit va toujours suivre ce que nous méditons, ce que nous espérons, ce que nous souhaitons. C'est là où nous allons parler maintenant du souhait. Quand tu as besoin de quelque chose, souhaite que ça arrive. Et c'est le moment pour toi de souhaiter aussi le bien aux autres. Éviter de la jalousie, de la haine. Souhaiter que chacun réussisse. Parce que tout ce que l'être humain a, c'est Dieu qui donne. Tu ne peux pas, avec tes souhaits, empêcher la réussite de quelqu'un ou la prospérité de quelqu'un. Tu peux freiner, mais ça ne pourra jamais réussir. D'autant plus ça apporte des conséquences négatives sur toi. Maintenant, nous allons parler de la parole. La parole ici, c'est quelque chose qui a un pouvoir. Si nous passons du temps à humilier un enfant, à ne pas le motiver, à ne pas l'apprécier aussi positivement, ne pas souligner ce qu'il a réussi, ne pas souligner ce qu'il peut faire pour le motiver. Sachons que c'est une limite pour l'avenir de l'enfant et sachons que notre parole a du pouvoir. Toujours dire à un enfant, à partir de notre colère, des paroles dures, c'est pas bien.
quand nous parlons, Dieu nous écoute. Et dire des paroles négatives à un être humain, c'est pas bien. Évitons des paroles négatives. Ces paroles ont des pouvoirs. Et mesurons ce qui sort de nos bouches. Et sachons que dans une situation, dire de la parole négative pour quelqu'un, ce n'est pas cette personne-là qui endure les conséquences. Même nous-mêmes qui avons prononcé ces paroles endurent des conséquences, surtout négatives. Et maintenant, si notre parole est pour le bien, même des conséquences positives, nous allons l'avoir. Maintenant, le souhait. Souhaiter. Nous souhaiter ici, et ce grand point dont je suis en train de parler maintenant, méditation, parole et souhait, ont le pouvoir. Nous n'allons pas souhaiter du mal à nous-mêmes, nous n'allons pas souhaiter du mal à quelqu'un, c'est-à-dire penser négativement. Quand nous sommes en train à la quête de quelque chose ou d'un emploi ou d'un diplôme, nous devons souhaiter la réussite, penser à la réussite. Et c'est ça qui va motiver notre esprit à savoir ce que nous voulons de temps en temps. Nous allons maintenant parler du temps et l'espoir. Le temps et l'espoir sont généralement liés. Parce que, par exemple, puisque nous parlons de l'enfant ici, nous allons rester beaucoup plus dans la vie scolaire. Et on peut plus tard élargir pour aller dans la vie professionnelle. Le temps ici, c'est quoi? Si un enfant a besoin d'un diplôme, ça se fait dans le temps et dans l'espace. L'espace ici, c'est la maison et l'école. Et le temps ici, c'est l'année scolaire. Nous devons comprendre que nous avons besoin d'un diplôme. Il faut se donner du temps pour ce diplôme et avoir de la patience, mûrir les choses avec du temps. Et ceci n'intervient pas beaucoup plus dans la vie scolaire parce que l'année est déjà académique sur une durée. Maintenant, si l'enfant souhaite devenir ou exercer dans tel métier demain, l'enfant doit savoir que c'est aujourd'hui qu'il doit commencer à construire. C'est ça où intervient le temps et la patience. Construire et patienter que ça arrive. L'espoir, c'est toujours, ça fait intervenir du souhait, c'est-à-dire avoir l'espoir que ça va réussir. Et c'est le temps pour nous de copier certaines personnes qui ont réussi dans ce métier-là, de copier les habitudes. Et que l'échec ne nous influence pas. Parce que, étant donné que la vérité a démontré que l'échec participe aussi au résultat parce que nous nous rendons compte des erreurs, parviennent à les corriger pour pouvoir avancer. Ne perdons pas l'espoir à cause du résultat. L'espoir, c'est espérer et être motivé de la réussite. Maintenant, dans cette introduction du sujet comment construire l'avenir d'un enfant, nous allons parler de l'importance de la réussite et de l'échec. Nous sommes encore dans l'introduction, ça veut dire que nous allons développer plus tard les importances, les choses importantes, les faits importants, les actions importantes qui interviennent dans la construction de l'avenir de l'enfant. L'importance de l'échec et de la réussite, c'est que nous devons comprendre que ce sont des choses qui peuvent nous arriver. Mais, quand ça arrive, la question que nous devons nous poser pour ne pas perdre dans notre propre c'est-à-dire sur notre propre chemin, c'est de savoir l'intérêt que nous pouvons tirer dans toute chose. Si nous avons réussi, comment tirer de l'intérêt?
Si nous avons échoué, comment tirer de l'intérêt? Ne pas toujours penser que l'échec, c'est quelque chose de négatif. Nous allons beaucoup nous appuyer sur l'échec ici parce que c'est la chose où beaucoup de gens ont beaucoup plus peur et ne parviennent même plus à se maîtriser dans la situation à cause d'une échec. Si nous avons pensé à avoir un diplôme et l'année académique ne nous a pas permis de l'avoir aujourd'hui, que ça ne nous influence pas, exploitons. Nous avons appris quoi pendant cette année avant d'échouer? Là, c'est le peu que nous avons acquis. Maintenant, qu'est-ce qui nous a fait échouer? C'est là où nous devons réexaminer et commencer à corriger cela, parce que ça risquerait d'être toujours la même raison pour le prochain échec. Et l'échec ici ne doit pas beaucoup nous frustrer et ne doit pas nous décourager. Ça doit plutôt nous renforcer et espérer, et surtout beaucoup se juger si on avait même pris la bonne route. C'est le moment d'apporter des modifications et de l'espoir dans l'affaire. Et dans cette introduction, il y a quelque chose de très important que je dois parler. C'est se connaître nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous ne se connaissent même pas. Nous prendrons du temps à parler des autres. Nous n'allons jamais prendre le temps pour nous examiner, savoir qui nous sommes, savoir nos besoins, savoir ce qui peut être avantageux à nous et savoir notre comportement devant toute chose. Savoir qui nous sommes. C'est ça, ce que nous devons beaucoup plus savoir. Nous tous, beaucoup de choses, nous ne nous connaissons pas sur nous-mêmes. Et merci infiniment pour l'inspiration. Nous allons continuer à converser sur ces sujets pour livrer les stratégies à utiliser pour donner un avenir excellent à un enfant. Merci. Surtout, regardant cette vidéo, tirons des leçons et pratiquons, parce que nous parlons de cela à partir de l'expérience. Merci. Merci d'avoir regardé les fans. N'oubliez pas surtout d'aimer, de partager, de souscrire et de laisser un commentaire les fans. Merci.